Très émouvant ici, le podcast, le showcase des conférenciers, là, je dis tout le temps, ça nous prend des Kleenex. Ici Cathy Tropiano. Aujourd'hui, je reçois France Gauthier. Vous la connaissez comme journaliste, animatrice et après une carrière hautement médiatique, elle a fait un shift vers la spiritualité. Elle est autrice, elle a écrit plusieurs livres et moi, j'ai un lien particulier avec elle parce qu'elle a cru en moi, cru au Salon de l'éveil dès 2015 en acceptant d'être la porte-parole. Vous allez voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers et aujourd'hui, je l'accueille dans mon univers. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de recevoir mon amie France Gauthier, qui est aussi la porte-parole du Salon de l'éveil. Et je vais juste vous raconter une mini anecdote rapidement en ouvrant le podcast. Il y a 10 ans de ça, en fait en 2014, je suis allée à un de ses ateliers, un atelier d'écriture, et j'ai eu besoin d'aller lui parler. J'ai attendu toute la journée, j'ai tremblé, j'ai transpiré. Si quelqu'un un jour m'aurait dit que je serais devenue aussi amie d'elle, je ne l'aurais pas cru. Fait qu'aujourd'hui, je suis incroyablement reconnaissante de te recevoir à mon podcast. Bienvenue! Merci, Cathy. Il était temps que tu m'invites. Mais ce que tu n'as pas compté, c'est que c'est aussi dans cet atelier d'écriture inspirée-là que tu as eu l'inspiration du Salon de l'éveil, si je me souviens bien. Pas du Salon de l'éveil, mais j'ai eu l'inspiration que toi, tu allais devenir la porte-parole du Salon de l'éveil. Et c'est ça qui m'intimidait. Je savais comment je vais aller lui dire, comment je vais aller lui raconter. Surtout que le matin, c'était un atelier d'écriture inspirée. Le matin même, elle nous avait averti, si vous pensez que votre crayon va se mettre à écrire tout seul, c'est pas ça qui va arriver. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Le crayon s'est mis à écrire tout seul que France Gauthier allait devenir la porte-parole du Salon de l'éveil. Puis c'est pour ça que j'étais rouge, c'est pour ça que je transpirais, puis c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à la toute fin, quand tout le monde avait fini. Tu sais, t'avais une lignée de gens qui voulaient te parler. J'avais attendu à la toute fin, j'étais tenue de voir. Puis je te l'avais dit, puis tu m'avais regardé. Qu'est-ce que je t'ai répondu, hein? Tu veux-tu le dire? Oui, j'ai dit non, merci, je fais pas ça, moi, des salons. Puis finalement, elle m'a bien convaincue parce que c'est un salon d'une exceptionnelle qualité. Et on ne le savait pas la première année, mais on s'est toutes lancées. Il y avait Chantal Lacroix qui était là aussi, il y avait José Boudreau, puis un paquet de conférenciers, mais aussi d'exposants. Et là, j'ai vu dans quoi, toi, tu t'étais embarqué, ce que tu avais réussi à créer comme qualité, puis je me suis dit, oui, ça prend ça, c'est un lieu de rencontre. C'est là que les gens qui, sur un chemin d'éveil, qui cherchent du monde comme eux autres, vont se retrouver. Mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, tu as cru en moi avant même que je puisse présenter l'événement. Puis ça, pour moi, là, ça n'a aucun prix. C'est priceless. OK, je te donnerai mon prix après. C'est bon. Donc, quand je reçois mes invités au Showcase des conférenciers, j'aime ça les plonger dans leur enfance. J'aime ça apprendre à les connaître quand ils étaient petits. Fait que quand tu étais en 4e, 5e année, France Gauthier, est-ce qu'elle a beaucoup d'amis? Est-ce qu'elle est solitaire? Comment ça se passe à l'école? Devine, est-ce que j'ai l'air d'une solitaire? Alors non, évidemment que j'étais tannante. Puis que j'avais beaucoup d'amis. Puis en 4e, 5e année, peut-être un petit peu plus gênée parce que j'ai eu une période plus gênée quand j'étais petite, mais quand même assez douée à l'école, fait que j'avais de la facilité, ce qui me donnait du temps pour déranger mes amis dans la classe. J'ai eu la chance exceptionnelle d'avoir un prof, c'est drôle, hein, tu me fais penser à ça, Mademoiselle Tessier, qui m'a reconnue en 4e année, qui a reconnu mes talents. Et c'est tellement important dans la vie, dans un parcours de vie, un prof ou quelques profs qui vont te reconnaître, qui vont reconnaître tes talents naturels. Ça m'a donné une assurance extraordinaire, ce qui fait qu'à l'adolescence, je suis devenue complètement délinquante. Non, mais pas dans le genre de délinquance que vous pensez, mais j'étais tannante, là, tu sais. Je dérangeais beaucoup, puis en secondaire 3, je me souviens de m'être retrouvée dans l'auditorium à Jésus-Marie de Sillery, le collège privé où j'allais à Québec, à me faire engueuler par la directrice des études, Sœur Gabrielle, qui avait même pas 5 pieds, puis elle m'engueulait comme ça parce que moi, je mesurais 5 pieds 10 à 14 ans. Puis elle me disait, France Gauthier, t'es en train de virer mon secondaire 3 à l'envers. Puis elle m'a dit, si tu prenais ta belle lumière puis ta belle influence puis que tu mettais ça du côté de la lumière, justement, là, ce serait incroyable ce que tu pourrais faire. Puis cette bonne sœur-là, décédée aujourd'hui, que je salue, m'a vraiment ramenée dans le droit chemin, entre guillemets. Puis elle m'a permis de voir que c'est vrai que quand tu as une certaine influence, tu peux l'utiliser pour quelque chose de positif, de lumineux.
Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à voir que je pouvais faire quelque chose avec ça. Mais je suis sûre que tu dérangeais, mais sans vouloir déranger. Dans le fond, tu voulais Ah non, l'attention. je voulais déranger. Je voulais Tu déranger. voulais déranger? Je voulais déranger, mais j'avais déjà toutes les qualités, entre guillemets, d'une animatrice, ce que je suis dans mon essence. Oui. Mais puisque j'étais bonne à l'école, ils m'ont quand même dit, tu feras ça à la fin de semaine, tu vas devenir médecin comme ton père. Et j'ai étudié j'ai fait toutes mes études en sciences santé. J'ai fait un bac en sciences santé pour plonger, en fait, c'était un bac tremplin pour aller en médecine après. Puis finalement, j'ai réalisé que, ben non, j'allais être un piètre médecin. Premièrement, si tu me parles de ton cancer, il me pousse 3 métastases. Fait que j'étais beaucoup trop sensible. Et j'ai réalisé que j'avais une facilité à écrire, une facilité à communiquer. Fait que là, je suis devenue journaliste. Ça, tu t'en aperçois à quel âge? Ta facilité à écrire, ta facilité Au secondaire. Au secondaire. Puis si j'avais été guidée par des gens éveillés, puis on s'entend là, que je reproche rien à personne parce qu'il n'y avait personne d'éveillé nécessairement dans le milieu scolaire à ce moment-là. Mais si j'avais été guidée par des initiés, par exemple, on m'aurait dit tout de suite à 14 ans, parce qu'à 14 ans, on sait qui on est, si on est guidé par des gens initiés. Là. Fait que, à 14 ans, on m'aurait dit, France, t'es une animatrice, t'es toujours la première à te garrocher en avant pour chanter. Je dansais, puis je chantais du disco a cappella. Fait que toi, quand on te parlait d'exposé oral, ça t'énervait pas, là, tu y allais? Tout. Alors voilà, j'avais vraiment une facilité pour ça. Et j'avais un modèle, moi, quand j'étais jeune, c'était le docteur Lapointe. Je ne sais pas si tu te souviens de ça à TVA, le doc Lapointe. Les gars, peut-être, en arrière, s'en souviennent. Doc Lapointe, Gilles Lapointe, qui avait une émission de santé. En fait, il ouvrait les lignes, puis il faisait des consultations à la télé, à TVA à l'époque. C'était mon médecin de famille. Puis lui, il remplissait des arénas la fin de semaine au Nouveau-Brunswick à chanter du Elvis. Puis je me disais, tiens, c'est ça que je vais faire. Si je pourrais devenir médecin parce que c'est ça qui est prédestiné pour moi, je pourrais remplir des arénas la fin de semaine. C'est ça, on the side. Fait que déjà, tu avais trouvé ton... Oui. Fait que quand est-ce que tu sais que tu veux devenir animatrice? Parce que là, tu te dis, il n'y a personne qui m'a guidée. Quand est-ce que tu dis... À 23 ans. À 23 ans, ça arrive comment? Ouais, je suis rentrée dans un hôpital... 22 ans, en fait. Je suis rentrée dans un hôpital, puis j'ai su que je ne serais pas médecin. Puis là, je me suis effondrée. J'ai eu une espèce de breakdown d'à peu près 1 mois, là, où est-ce que je me suis dit, OK, si je ne fais pas ça, je fais quoi? Parce que toute ma vie avait été orientée pour devenir médecin. Ce qui fait que je me suis pris un billet d'avion one-way pour l'Europe. On avait une amie de la famille qui était directrice des nouvelles à Antenne 2 à l'époque, qui est devenue France 2 à Paris. Et je suis allée passer 2 semaines chez elle. J'ai suivi une journaliste pendant 3 jours au journal à Paris, puis je suis complètement tombée en amour avec ce métier-là. Et je me suis dit, tiens, c'est ça que je vais faire. Et crois-le pas, je n'avais jamais ouvert un journal de ma vie à 23 ans. J'étais une scientifique. Alors, je suis allée m'acheter mon premier journal. J'ai rien compris de ce que je lisais. J'ai fait un cours hors faculté en journalisme international. Je suis rentrée à l'Université de Montréal en journalisme. Et là, j'ai travaillé 2 fois plus fort que les autres parce que c'était tous des fils puis des filles de diplomates, de journalistes, de politiciens. Puis moi, le mouton noir, fille de médecin. Et j'ai tellement travaillé fort que j'ai gagné un concours. En fait, je suis arrivée 2e au prix Lisette Gervais, un concours de jeunes journalistes. Puis je me suis trouvé une job avec ça. Et dès qu'on a ouvert un Kodak, je savais que j'avais ça naturel. Oui, c'est inné en toi. Là. C'est inné. Alors, forcément, de journaliste, je suis devenue animatrice télé. Et crois-le pas, j'étais encore une petite coche à côté de ma voix. Oui. Parce que ma voix, c'était pas d'être une animatrice télé nécessairement, bien que je peux faire ça. Puis oui, que je pourrais le faire encore. Mais l'animatrice en moi, c'est pas dans le sens d'animer un show de télé. C'est dans le sens de anima, animus, c'est-à-dire... Anima, le principe féminin, animus, le principe masculin, qui sont les 2 principes de vie à l'intérieur de tous les êtres humains. Puis ma job, moi, naturel que j'ai, en fait, le talent naturel que j'ai, c'est d'éveiller ça chez l'autre. Donc, la flamme de vie chez l'autre. Et quand j'anime un show de télé, ça peut faire ça, mais quand j'anime un atelier, une conférence, alors on va parler de conférence après, que j'anime un souper de filles, que j'anime ma famille, que j'anime ma petite fille de 14 mois, je suis dans mon essence, tu comprends? Ça n'a aucune importance. C'est quoi l'animation? Ça n'a pas besoin d'être un show de TV. Mais j'ai découvert en faisant des shows de télé puis de faire du direct, beaucoup de direct, que ça aussi, c'était assez naturel pour moi. Tu as aussi une grande capacité d'écoute. Tu sais, je pense que toi, tu as une manière d'aller susciter la conversation. Tu sais, tu écoutes, tu poses les bonnes questions, fait que les gens sont transportés dans cette communication-là. Il y a ça, peut-être, merci. Mais ça a l'air aussi que j'ai comme la face de la grande sœur ou de la petite sœur, ça dépend de l'âge que tu as, à qui
tu as une facilité à te confier. Je me souviens, quand j'étais journaliste, mes patrons me disaient « Comment tu fais pour leur faire dire ça? » Je fais rien pantoute. Je m'assois là, je pose des questions, puis je les écoute, justement. Tu sais, je m'intéresse à eux. Bien, moi, ça fonctionne. Là. Moi, je parle avec France Gauthier, puis je parle à mon ami. Je parle à mon ami, puis je confie des choses que je me confie pas à d'autres personnes. Donc, même si on n'a pas une relation qu'on se parle à toutes les semaines, à chaque fois que je te parle, j'ai l'impression de retrouver ma grande sœur, mon amie, celle qui prend soin d'eux. Ah, ben fais-toi-en pas, ça sortira pas du Canada, ce que tu m'as dit comme secret tantôt, là. Tu fais bien de ne pas aller là. Bref, je veux savoir, pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu te présentes? Qui est France Gauthier? Bon, alors écoute, je me présente comme une animatrice parce que c'est vraiment ça. Puis maintenant, je dis toujours aux gens, dans un nouveau monde, celui pour lequel, en tout cas, je travaille puis que j'espère voir arriver, au moins pour mes arrière-petits-enfants un jour, on va plus dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on va dire qui on est. Oui. Alors, je me présente comme qui je suis, donc je suis une animatrice. Puis, je suis aussi une auteure parce que c'est une autre des façons pour moi de communiquer. Écrire, c'est pas ce que j'aime le plus au monde, mais c'est une façon de communiquer, de passer un message. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à donner des conférences. C'est grâce aux livres que j'ai écrits. Oui, tu as combien de livres? Avant, je veux juste mentionner ça. Tu as combien de livres? Tu es rendu à combien? J'en ai écrit 13, puis là, je commence le 14e. Là. C'est fascinant. Puis c'est ça, je voulais demander comment la conférence arrive dans ton parcours. Mais là, tu viens de le dire, c'est avec ton premier livre? Ouais. Avec ton premier livre? Non, après quelques livres, à un moment donné, ça, c'est une bonne histoire en plus, parce que c'est là que j'ai réalisé que j'allais donner des conférences puis que ça allait être facile. Là. C'est que j'avais écrit quelques livres, puis il y a une bibliothèque de Victoriaville qui m'appelle. Tu sais, j'avais commencé, en fait, en tout cas, les livres étaient dans les bibliothèques, puis il y avait un certain intérêt. Fait que Victoriaville m'appelle pour me dire Madame Gauthier, on aimerait ça que vous veniez rencontrer vos lecteurs un mardi soir, on boucle la date, il me donne un cachet pour ça. Hey, certain, une folle dans une poche, je vais y aller, moi. Et j'ai une belle sœur qui habite à Victo. Fait que je dis, Monique, on va aller souper ensemble, puis tu m'amèneras à la bibliothèque après. Puis là, j'arrive à la bibliothèque un mardi soir. Et le stationnement est bien plein. Puis je me dis, mon Dieu, il y a donc bien des gens culturés à Victo, toi. Ça sort du livre le mardi soir, c'est extraordinaire, tu sais. Et je ne me doute jamais que c'est pour moi, là. Et là, je rentre là. Elle m'amène dans une salle. Il y a à peu près 100 quelques personnes, du monde debout en arrière. Ça déborde de partout. Elle me donne le micro, puis elle dit, bonne conférence, Madame Gauthier. Fait que ça, c'est ta première expérience de conférence? Et jamais je me doutais que je m'en allais donner une conférence. Moi, je m'en allais jaser avec 2-3 lecteurs, tu sais. Et là, je pars, toi. Puis ça parle à travers moi pendant 2 heures de temps sans m'enfarger sur une virgule. Fait que là, je me dis, excusez mon langage, mais je me dis, voir si je vais me préparer pour la prochaine. Ça va se faire tout seul. Ça l'a coulé. Ça a coulé. En état de flow. Alors, j'ai 2-3 idées que je veux aborder dans une conférence, puis je laisse aller. Et à un moment donné, je faisais une série documentaire pour Canal Vie qui s'appelait « Si c'était vrai ». J'animais ça. Et j'ai interviewé une femme que tu dois connaître, Catherine Jalbert. Oui. Bon, alors une ancienne animatrice qui interprète les rêves, qui est numérologue, que j'adore. Et elle me dit, à un moment donné, moi, je suis un canal en paroles inspirées. Et là, ça résonne de même, tu sais. Puis je me dis, oh mon Dieu, pourquoi ça me fait ça? Et là, je réalise que dans le fond, elle est en train de nommer ce que je suis moi aussi, un canal en paroles inspirées, c'est-à-dire que, oui, je sais de quoi je parle, mais c'est comme si ça parle aussi un peu à travers moi. Donc, je suis inspirée. Il y a comme mon esprit qui guide la patente, puis je suis inspirée, puis ça sort de moi, parce que c'est ça mon talent naturel. Mais si j'étais plombier, je serais inspirée quand je raccorde des tuyaux. Puis si j'étais un constructeur, je serais inspirée à construire des ponts. Puis si j'étais une soignante ou une guérisseuse, je serais inspirée ou mettre mes mains, par exemple, si je fais des soins énergétiques. Fait que tu comprends qu'on est inspiré en fonction de notre talent naturel. Fait que tu prépares absolument rien. Mettons, comme la première fois, tu le savais pas. La première fois, c'est correct, non, tu le savais pas. Non, mais la fois pas. d'après, je me suis dit, c'est sûr que je vais rien préparer. Je vais me mettre 3-4 guidelines en bon français, là, tu sais, des lignes directrices, puis je pars avec ça. Puis encore aujourd'hui, je sais que c'est tu comme laisses ça, inspirer le matin même. Bien, il y a 2 semaines à ton salon de l'éveil, là, je n'avais aucune idée vraiment. Ben, en fait, oui, j'avais une idée parce que j'ai mis un titre, là, c'était le grand réveil, mais ça part de ça. J'aime ça. Moi j'admire ça. Tu sais, moi, ça prend un peu plus de travail, mais moi aussi, une fois sur la scène, je me laisse guider, je me laisse inspirer.
Mais d'y aller en état de flow complètement, je trouve que toi, tu fais ça avec excellence, avec facilité et aisance. Puis Karine Champagne aussi. On en a parlé pendant une entrevue où justement, elle se laisse inspirer complètement pendant toute la durée de sa conférence. Mais tu sais, c'est un mandat de vie, ça. Hein? D'abord, les communicateurs, puis je pense que Karine, c'est une communicatrice vraiment, là. C'est un mandat de vie. Donc, ça aussi, c'est une essence. Oui. Mais dans la grande famille, moi, j'enseigne ça, là, j'ai un atelier en ligne qui s'appelle le mandat de vie, justement. Mais, puis je divise ça dans des grandes familles d'appartenance qu'on appelle des familles d'âmes. Puis il y a les enseignants, par exemple, il y a les artistes, les bâtisseurs, puis les guérisseurs soignants. Puis en dessous de ça, il y a plein de sous-catégories. Fait que dans les enseignants, que je suis une enseignante aussi, il y a plein de sous-catégories, dont l'animatrice, le communicateur, le transmetteur, le traducteur. Guy Corneau, par exemple, était un traducteur, c'est-à-dire un talent naturel pour prendre quelque chose de compliqué puis de le ramener dans un langage accessible. C'était vraiment son talent naturel. T'as ça donc, la majorité des gens en communication vont être de nature des communicateurs. Oui. Puis la majorité des gens qui s'en vont, par exemple, travailler dans un hôpital ou qui deviennent, je sais pas moi, massothérapeutes ou qui donnent des soins énergétiques, vont être de nature des soignants ou des guérisseurs entre guillemets, dans le sens de la famille d'appartenance. Fait que c'est pour ça qu'on n'est pas complètement à côté de la traque d'habitude. On est attiré par des affaires qui vibrent à l'intérieur de nous, tu sais. J'aime que tu les nommes. Je pense que ça les fait conscientiser. Peut-être qu'on le sait un peu, qu'on est plus comme ça, moins comme ça, mais de les nommer, ça les fait conscientiser. Oui, puis les bâtisseurs, c'est la même chose. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des architectes inspirés extraordinaires. Moi, chaque fois que je passe sur le pont Champlain, là, je suis en extase devant le génie humain, tu sais, puis je me dis, bon, moi, je fais des ponts invisibles. Là, moi, je crée des ponts invisibles, mais donne-moi pas un marteau, là, je suis pourrie, tu sais, mais donne-moi un micro, par exemple, tu sais. Mais chacun son talent. On prend beaucoup de choses par acquis, pour acquis, tu sais, qu'on ne réalise pas l'ampleur de tout ce qui nous entoure. Tu en as fait beaucoup des conférences, ça fait des années que tu en fais un peu partout. J'aimerais ça que tu me parles d'une conférence qui t'a marqué dans le sens de peut-être où ça a moins bien été ou... parce que, tu sais, sur Instagram, là, on voit tout le temps les conférenciers avec des photos parfaites, avec des conférences qui sont super bien passées. Moi, avec le showcase des conférenciers, je veux montrer aussi l'envers de la médaille. Est-ce que c'est arrivé, une situation cocasse, un public un peu plus difficile? Raconte-moi quelque chose. Cocasse, oui, sans doute. Mon Dieu, je vais t'en compter une que je raconte justement en atelier parce qu'il y a un enseignement derrière ça fascinant. En 2011, j'ai donné une conférence à Drummondville devant à peu près 300 personnes et j'étais pas bien cette journée-là. Il s'était passé quelque chose dans ma vie privée qui m'avait affectée. Et d'habitude, avant chaque conférence, je médite. Je médite pour élever ma fréquence. Oui. Et me mettre dans des belles dispositions, puis être disponible pour le public, puis être vraiment là à 100 %. Fait que ce soir-là, je n'ai pas été capable de méditer dans ma voiture. J'avais de la misère, j'étais absorbée par ce qui s'était passé dans la journée. Et je me présente devant ces gens-là, je fais ma conférence. Et après la conférence, il y en a plusieurs dizaines là, qui se précipitent en avant puis qui viennent me prendre dans leurs bras. Et le lendemain, je n'ai pas été capable de me lever. Là. Je me suis réveillée, mais je n'ai pas été capable de me lever. Et ça a duré 10 jours que je n'arrêtais pas de pleurer. Puis j'étais vraiment dans un état pitoyable. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pour comprendre que parce que moi, je n'avais pas réussi à élever ma fréquence, j'ai syntonisé celle de gens dans la salle qui n'allaient pas bien non plus. Je suis revenue avec tout ce bagage-là qui n'était pas à moi. Puis là, je pleurais dans mon lit, là, puis je me disais, mais pas tout à moi, cette peine-là, c'est sûr, tu sais. Je le savais qu'elle n'était pas toute à moi. Tu as pris les énergies des gens dans la salle. Complètement. Et à cette époque-là, ma grande amie Anne-Marie, qui est décédée aujourd'hui, ma complice avec qui j'ai fait tout mon chemin spirituel les 15 premières années, est accourue. Anne-Marie avait un talent naturel de canal, c'était un channel, canalisait des énergies de guides qui étaient, comme on appelait nos frères des étoiles, peu importe c'est quoi. Mais c'était quand même assez target. C'était bien intéressant parce que c'était pas mal toujours assez précis. Puis ils sont venus à ma rescousse, ils m'ont donné un protocole à faire pour élever ma fréquence, pour pas retomber dans le piège la fois d'après. Alors, 2 semaines plus tard, je donnais une conférence à Saint-Jérôme, même affaire, dans une ancienne église, 300 personnes. Je me dis, là, j'ai pas les moyens de retomber au combat. Je trouvais ça full ésotérique, ce qu'on m'avait enseigné de faire. On m'avait dit, garde, France, tu vas respirer, tu vas méditer, tu vas te faire après ça un beau grand dôme bleu de la couleur de Michael, puis un beau grand dôme violet de la couleur des maîtres et de Saint-Germain. Et là, moi, je levais les yeux au ciel, même en me disant, mon Dieu, c'est tellement ésotérique, je ne vais pas faire ça, certain, ça n'a pas de bon sens.
Mais là, je suis à Saint-Jérôme, je suis dans ma loge, j'ai tellement la chienne. Et moi, j'ai tout le temps dit, là, j'ai pas acquis de la sagesse parce que je suis plus fine que l'autre à côté dans la vie. J'ai acquis de la sagesse par épuisement. Parce qu'à chaque fois que je suis tombée dans le fond du baril, j'avais pas le choix d'acquérir un petit peu de sagesse si je voulais m'en sortir. Fait que j'ai décidé de le faire, le protocole en question, puis, tu sais, de me dire, OK, pile sur ton orgueil, là, puis fais-le. Fait que je médite, puis là, je fais ma petite bulle bleue, puis mon dôme de violet, puis je donne ma conférence, puis bon, évidemment, c'est un triomphe, tu comprends bien. Et là, après, il y a plein de monde qui attendent pour faire signer des livres. Puis il y a un gars dans le fil, dans mon angle mort, là tu sais, qui n'a pas de livre dans les mains, puis un vrai gars de Saint-Jérôme, là, tu sais, un mâle alpha, là. Puis là, lui, il s'avance, là, puis à un moment donné, il arrive à côté de moi, puis il me dit « Ah, je l'ai déjà, ton livre, là, je l'ai acheté l'année dernière, je l'ai lu. » Il dit hey, « Depuis ce temps-là, je vois plein d'affaires. Ça a tout ouvert ma double vision, tu sais. » Puis il dit « Je te regardais sur la scène, là. Tu avais un beau grand dôme bleu avec un dôme violette par-dessus. C'était de toute beauté. » Je dis « Oh mon Dieu, ça marche. » Ça a fonctionné. Mais j'aime ça, que tu es authentique, que tu nous révèles des secrets comme ça. Moi aussi, je mets un dôme de protection avant de monter sur la scène. Puis moi aussi, j'élève mes fréquences vibratoires. Fait que j'aime ça qu'on donne des conseils, qu'on applique, tu sais, qu'on n'entend pas nulle part. Merci d'avoir partagé ça, là. Mais je te dirais que j'ai changé le terme aussi parce que c'est pas de la protection. Si tu mets un dôme de protection, c'est parce que ça part d'un espace de peur, d'avoir quelque chose, tu sais, d'être envahi. Et moi, j'appelle pas ça de la protection. Dans le fond, j'élève ma fréquence et ce que ça fait, c'est que tu deviens comme un gros soleil. Et ça filtre tout ce qui voudrait pénétrer, mais qui n'est pas de la bonne fréquence. Tu comprends? Ça filtre. Fait que ça repousse les basses fréquences, puis ça laisse rentrer la joie, la paix, l'amour, la sérénité. C'est ce que tu as envie de laisser entrer. Bien, merci de me dire tout ça. Simplement. Je pense que moi, mon dôme de protection venait de... J'ai été intimidée. Fait que j'ai la peur d'être jugée. Puis ce dôme de protection-là, je pense que c'est vraiment pour protéger la petite fille qui a tellement souffert, puis qu'aujourd'hui, Mais merci de me dire ça. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Bien, vraiment, là, quand on rayonne tellement fort, là, ça agit comme un filtre et il n'y a rien qui peut rentrer. Puis, tu sais, c'est pas un hasard là, dans l'histoire de l'Église catholique, parce qu'on en parlait avant l'émission, justement, comment est-ce qu'on a été élevé dans cette culture-là. Hein? Puis, au moment de tourner cette entrevue-là, ben, on est au lendemain du décès du pape François, ce qui fait que c'est pas un hasard où est-ce que dans toutes les fresques dans les églises, quand tu vois les saints, ou tu vois Jésus, ou tu vois des maîtres ou des initiés, ils ont tous un auréole autour de la tête. Mais c'est vraiment ça, leur champ d'énergie que les artistes, qui avaient une double vision plus développée que la moyenne des ours, pouvaient voir. Parce que ça se peut, ça. Puis si on rencontrait présentement, s'il y avait un grand maître qui passait à côté de nous, on pourrait voir son champ d'énergie tellement c'est puissant. Alors, on n'est pas des grands maîtres encore, mais on est tous en chemin. Puis moi, j'aime bien dire qu'on est condamné à devenir un grand maître dans une vie ou dans une autre. Fait qu'aussi bien de commencer dans celle-ci. Alors, allons-y, tu sais, fake it till you make it, comme disent les Américains. Fais-toi un aura, là, tu sais. Vois-le puissant, ton champ d'énergie, puis c'est sûr et certain que ça va garder à distance ce que tu veux pas qu'il rentre. Vous vouliez des trucs et des astuces, vous n'allez pas entendre ça ailleurs. J'adore ça. Merci de partager ça. Dis-moi, toi, tu as côtoyé beaucoup de personnes connues, reconnues, ici et à travers le monde. Toi, tu es incroyablement inspirante. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Bien là, mais ça. Il y en a une en face de moi. Puis, je veux dire, moi, tous les gens qui sont dans leur métier, là, puis qui trippent, puis ils font ce qu'ils ont à faire, là, ça m'inspire. Tu n'as même pas idée à quel point. Tu sais, il y a deux gars ici en arrière, là, hein, Guy et Fred, là, qui font ce qu'ils aiment dans la vie, puis ils sont rayonnants, puis ils sont accueillants. Puis tout le monde qui a ce souci-là d'aller vraiment se connaître et se reconnaître, puis qui brille comme un soleil, moi, ça m'inspire, c'est extraordinaire. Mais si tu veux, dans le domaine de la... mais surtout dans le domaine de la communication, là, moi, quand j'étais jeune, je voulais être Oprah. Mais là, j'ai réalisé qu'il y en avait déjà une, tu sais. Après ça, je me suis dit, je pourrais être Claire Lamarche, mais ça aussi, il y en a déjà une. J'aurais pu être Jean-Luc Mongrain, c'était mon animateur aux affaires publiques. Puis à un moment donné, j'ai remplacé Claire Lamarche, puis j'ai adoré ça, mais il y en avait une, Claire Lamarche. Et à un moment donné, j'ai compris que, tu sais, dans le fond, il fallait que je trouve une France Gauthier en moi, puis que je laisse émerger une France Gauthier. Mais celui qui m'a le plus inspiré, c'est Obama. Moi, là, quand j'écoutais Obama, là, puis encore à ce jour, puis il est sorti de son mutisme récemment là, pour venir commenter ce qui se passe avec le nouveau président des États-Unis d'Amérique, qu'on ne nommera pas parce qu'il aime trop ça. Alors, bref, dès qu'il s'ouvre la bouche, là, je suis là.
my God! Ça, c'est un orateur. » Alors, ça, c'est un autre truc. Quand tu admires quelqu'un ou que tu envies quelqu'un pour son talent, puis là, on ne parle pas de jalousie parce que je fais une grosse différence entre la jalousie, qui est une charge émotionnelle qui nous rend malheureux, mais une forme d'envie saine, sereine, de regarder quelqu'un et de dire « Wow, c'est donc bien bon ce qu'il fait ». Quand on admire et qu'on envie quelqu'un, c'est parce qu'on porte ce talent-là. Puis il n'est pas encore développé à notre propre couleur, à sa pleine capacité. Fait que moi, j'ai toujours admiré... Écoute, Jean-Luc Mongrain, je travaillais pour lui pendant 3 ans. À un moment donné, là, je cogne à la porte de son bureau à 5h moins quart. On est en direct à 5h. Je dis, Jean-Luc, notre invité nous a dans les mains. Tu comprends? Il nous a fait. Il a disparu. Et là, je pense que je vais avoir une crise de vedette, là, puis que je vais me faire ramasser, tu sais. Il me regarde et dit, France, relax. Ouvre le Kodak, moi, te faire un show. Il était zéro stressé, c'est je vais te faire ça. J'étais là. Encore, tu sais, devant le talent brut. Excusez-moi, là, je passe par-dessus mon micro. Devant le talent brut de cet homme-là, puis je me souviens pas du tout de ce qu'il a dit. Ça n'avait aucune importance. Moi, ce qui m'impressionnait, c'était le talent. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis ça peut avoir un grand impact. Mais c'est vrai que c'est en toi. Tu sais, quand tu dis « je me vois en Oprah, je me vois en Claire Lamarche, je me vois en Jean-Luc Mongrain », mais on le reconnaît aussi en toi. Bien, il fallait que je trouve une France Gauthier en moi, puis que je devienne qui je suis, c'est-à-dire on est tous uniques. Il n'y a pas deux Cathy, il n'y a pas deux France, il n'y a pas deux Fred, il n'y a pas deux Guy, il n'y a pas deux... Ouais. Alors, chacun, on a nos talents uniques. C'est important qu'on puisse reconnaître ce talent-là en se laissant inspirer par des gens qui portent les mêmes talents que nous, mais qu'on doit mettre à notre couleur, tu sais. Oui, vraiment. Écoute, ici, on parle de prise de parole en public. On parle aussi de storytelling. J'aimerais savoir s'il y a une histoire, quelque chose qui t'a marqué, que tu as entendu quand tu étais enfant, mais que ça te suit encore aujourd'hui. Je sais que c'est une question qui fait beaucoup réfléchir. Là. Tous mes invités se font aller le hamster à cette question-ci, mais... Des histoires... Écoute, histoire ou quelqu'un, peut-être ta grand-mère t'a partagé quelque chose, ta mère, une histoire qui t'a suivi toute ta vie. Bien, ma mère vient des Îles-de-la-Madeleine. Moi, je suis née en Gaspésie, mon père est gaspésien, donc on est des Acadiens pur laine, là. Puis nous autres, c'était la musique, le chant. Là. Ma mère chantait tout le temps. Et moi, personne ne sait ça vraiment, mais j'ai fait les finales de Granby, j'ai pris des cours de chant pendant 7 ans, j'écris des chansons constamment pour tout le monde que j'aime. Alors, j'ai écrit à peu près une 50aine de chansons pour des événements, des événements importants dans ma famille, mes amis, mes oncles, mes tantes. Bon. Et ça, c'est un... Dans le fond, c'est mon père puis ma mère qui étaient des conteurs naturels. Je peux pas te raconter une histoire en particulier, mais mon père aussi était un conteur. J'ai toujours dit que c'était le Fred Pellerin des médecins. Il était beau comme un cœur, il ressemblait à Robert De Niro, mais c'était un conteur d'histoire. Puis un Gaspésien, là, puis ma mère aussi. Fait que j'ai tellement entendu d'histoires que en les écoutant raconter des histoires, ça s'est éveillé en moi qu'il y avait une conteuse aussi, là, c'est clair. Est-ce qu'il y en a une en particulier? Ma mère avait des histoires des Îles-de-la-Madeleine qu'elle racontait, là, puis à chaque fois, je me disais, mais ça se peut pas, elle se renouvelle encore. Je ne l'ai pas entendue, celle-là. Je ne l'avais pas entendue, celle-là. Puis elle est morte à 88 ans en racontant des histoires. Le dernier matin, elle a appris que son préposé aux bénéficiaires venait des îles. Puis là, il demande, t'es-tu le fils à l'autre puis à l'autre? Tu sais, c'est le fils de John à Alec, parce que les autres, ils parlent du père puis du grand-père là, quand ils se nomment. Là. Okay. T'es-tu le fils à l'autre puis à l'autre? Ah ben mon Dieu, ton grand-père travaillait chez mon beau-père, puis là, à part, tu sais. Alors, l'idée, c'est que je n'ai pas d'histoire en particulier, mais je viens d'une famille de conteurs. Et ça s'est réveillé en moi très jeune. Ils te l'ont légué parce que tu as écrit 13 livres. Là. On ne va pas se mentir. Dans tes livres, il y a aussi des histoires. Bien, je raconte des histoires, en fait. Moi, j'écris à voix haute. C'est comme si... C'est quoi ton processus? J'écris à voix haute. C'est-à-dire que, pas nécessairement, je ne le dis pas à voix haute, mais quand j'écris, c'est comme si j'étais en train de te raconter l'histoire. Il est 8h20, j'embarque dans l'auto, je suis avec ma grande amie Yannick. On nous envoie voir une médium à Magog. Fouille-moi pourquoi j'ai dit oui à cette patente-là. T'sais? Fait que je vais partir comme ça. Puis ça, c'est le premier livre, On ne meurt pas, qui s'est vendu quand même à 50 000 copies, puis qui a aidé des centaines de milliers de personnes à traverser un deuil. Puis je ne m'attendais pas à ça du tout. Moi, c'est ce livre-là qui m'a fait te connaître. Ce livre-là, pour moi, j'étais très proche de ma grand-mère.
Là, je me rends émue. Hmm. J'étais proche de ma grand-mère. Puis ce livre-là, ça m'a permis de croire que c'était possible encore cette connexion-là, cette communication-là que j'avais avec plus grand que moi dès lors. Ah ouais. Puis, à un moment donné, là, on a beau dire, tu sais, moi, j'étais sceptique, mais j'étais sceptique parce que j'étais ignorante. Puis c'était de l'ignorance crasse dans mon cas parce que c'était comme, non seulement je le sais pas, mais je veux pas le savoir parce que ce sera pas bon pour mon image, tu comprends bien? Attends. Tu dis que tu veux pas le savoir, mais t'es quand même allé au fond de chacune des questions. T'es allé À cette rencontrer époque-là. chacun des médiums. Parle-nous de cette période-là de ta vie. Bien, j'étais tellement dans l'ignorance que j'avais aucune idée de tout ça. Je savais pas c'était quoi. Écoute, quand on m'a demandé, c'est Claire Lamarche qui m'a demandé d'aller voir une médium en 2002 en me disant, on veut faire une émission d'1 heure avec cette dame-là, mais faut-tu bien que quelqu'un l'ait rencontrée? Puis, tu es toute désignée France. Ça prenait quelqu'un dans l'équipe qui avait perdu un proche. Oui, toi, Mon père t'avais est perdu décédé ton quand papa. j'avais 14 ans. Puis, elle me dit aussi, bon, tu es journaliste d'enquête, tu vas le savoir si c'est un charlatan, tu sais. Fait que je me présente là, les Tu y bras... vas-tu de reculons? Ben, T'es-tu contente d'y aller? Tu y Sur- vas comment? Oui, sur le coup, je me suis dit, j'ai fait ça, moi. Mais j'avais pas d'idée de ce qui s'en venait. Mais il y avait une petite affaire, il y avait une ouverture parce que j'avais un élan qui faisait qu'il fallait que j'aille là. Fait que je me présente devant la madame, les bras croisés comme ça, puis allez-y, là, impressionnez-moi, madame, tu sais. Puis elle me dit en partant, ton père est là. Ben, je dis facile, vous savez qu'il est mort. Mais je dois, à sa décharge, je dois dire que c'est la seule chose qu'elle savait de moi. Elle savait qu'il y a une fille qui s'appelle France, qui allait la voir parce que son père était décédé. Elle ne sait pas que je suis journaliste d'enquête, elle ne connaît pas mon nom de famille, elle ne sait pas d'où je viens. Elle me dit, oui, mais il n'est pas tout seul. Je dis, OK. Il est avec qui? Elle me dit, il est avec une dame plus âgée, plus petite. Puis elle me fait ça comme ça. Elle dit qu'elle ne veut pas vous déranger. Elle dit, elle veut juste être là puis assister à ces retrouvailles-là. Elle trouve ça trop beau. Ça te fait dire qu'elle était, elle était comme ta deuxième mère. Tu l'appelais ta deuxième mère puis tu étais son chouchou. Et là, je me mets à broyer. Tu sais, moi, la journaliste d'enquête avec mon flegme, là, tu sais. Avec les bras croisés. Ça fait 3 minutes que je suis là. OK, c'est Lucienne, ma nounou, qui m'a élevée parce que moi, mon père, médecin spécialiste, là, ben, ma mère, tu comprends bien que c'était une madame docteur à jouer au golf puis on avait des nounous. Bon, ça, c'était l'époque, là, les années 60. Et donc, elle te parle de ta nounou. Et ma nounou est décédée 3 ans plus tôt. Personne ne sait ça. C'est moi qui est allée faire le speech, faire le discours à ses funérailles. C'est moi qui est allée la placer quand elle est tombée malade 1 an avant. Écoute, c'était ma deuxième mère. J'étais son chouchou parce que j'étais la petite du milieu. Là, ma grande sœur avait son père, ma petite sœur avait sa mère, puis moi, j'avais Lucienne. T'avais la nounou? Écoute, là, je me dis, OK, je vous écoute, madame. Et là, ça a parti, cette affaire-là, pendant 2 heures de temps. Et là, elle décrivait mon père, elle me fait des révélations. Je suis obligée de vérifier avec ma mère le soir, si tu vrai ça, si tu vrai ça, si tu vrai ça. OK, c'est vrai, ma fille, oui, ma fille. OK, je fais quoi avec ça? Et là, je vais voir Claire. Je dis, je peux pas aller à la TV avec ça. Moi, là, je suis journaliste d'enquête. Tu sais. J'ai plus de job le lendemain. J'ai plus de crédibilité, là. Fait que là, elle me dit, garde, France. Puis elle était habile, Claire, là. Elle me dit, garde, t'es pas obligée de faire ta journaliste. Viens juste t'asseoir en avant, puis témoigne. Ben, j'ai fait ça, moi. Wow. TVA a tremblé. La madame est devenue une grosse vedette instantanément. Moi, je pensais retourner à ma petite vie tranquille. Non. Oublie ça. 2 ans plus tard, on sortait, on ne meurt pas. Puis ça a complètement fait faire un 180 degrés. Puis encore au Salon de l'Éveil, il y a 2 semaines, il y a des gens qui me reconnaissaient de cette époque-là de journaliste. Puis je dis, ben oui, dans ce temps-là, je prenais une caméra cachée pour planter tout le monde qu'il y a ici. Puis aujourd'hui, j'en fais la promotion. Voici la différence. Oui, parce que ça a été le début de toute une nouvelle partie de ta vie. Tu es allé en rencontrer plusieurs, là, un peu partout. Puis je me rappelle, à un moment donné, même sur ton site, tu faisais les références des gens que tu référais. Là. Ben, encore aujourd'hui, mais je le fais sur demande seulement parce que c'était compliqué à gérer. Là. C'est compliqué à gérer, mais je réfère encore des gens parce que moi, je ne fais pas de one-on-one. Tu sais, j'enseigne en groupe uniquement. Je donne des ateliers, des conférences, des retraites, mais je ne fais pas de 1 à 1, ce qui fait que quand les gens ont besoin d'un accompagnant, je réfère. Mais honnêtement, tes ateliers, tes retraites, là, si vous voulez vivre quelque chose d'exceptionnel, c'est faut aller vivre ces moments-là avec toi parce qu'il se passe quelque chose. On rentre d'une manière, puis on en ressort transformé. Là. Il n'y a personne qui vient à un de tes ateliers ou à une de tes conférences sans sentir quelque chose. Ça passe à travers nous, là. Ah, ben, t'es fine de dire ça, mais je te dirais qu'en conférence, des fois, on va retenir une phrase, on va retenir un concept. Mais c'est vraiment en atelier qu'on fait des différences. Là. Moi, je fais une différence dans les ateliers parce que c'est vrai que si tu viens passer une journée, un week-end, une semaine, il va se passer une transformation. Et quand je le vois, puis c'est souvent au Salon de l'Éveil, d'ailleurs, merci pour ça, que les gens
à qui je dis toujours, moi, je ne fais pas de service après-vente, je vous donne des outils, vous allez vous éveiller, puis après ça, je ne veux pas vous revoir parce que vous êtes sur votre chemin de maîtrise. Mais ils viennent me le dire au salon de l'éveil, mettons. Là, dans les différents salons, ils vont venir me dire, écoute, ça a changé ma vie. Écoute, le dernier, là, j'ai pleuré 2 fois. Mais parlons-en du dernier salon. Moi, je voulais parler du dernier livre, Connexion. Ah, ben je vais t'en parler tout de suite après. Mais pas le dernier salon, l'autre d'avant. J'ai pleuré 2 fois. Il y a 2 femmes qui sont venues me voir. Puis, tu sais, il y en a plein d'autres, là, mais j'en ai 2 en particulier qui m'ont émue là, aux larmes. Il y en a une, elle se présente à moi, puis elle me dit j'attendais d'être seule avec toi parce que je voulais dire que j'ai fait ton atelier d'écriture inspirée, j'ai lu ton livre. Puis elle dit on était en fertilité, moi puis mon chum, depuis des années, puis ça marchait pas. Puis c'était rendu le bébé de la dernière chance, là, tu sais. Puis elle dit je suis allée en écriture inspirée. Puis j'ai reçu le message que mon corps, je manquais de magnésium. Puis que, ou me semble en tout cas une affaire de même, là, je me souviens pas exactement, mais elle manquait d'un minéral en particulier. Je pense que c'est du magnésium. Puis elle dit, j'ai pris des suppléments, puis je suis tombée enceinte, puis là, j'ai un fils de 6 ans, puis c'est vraiment le bébé de la dernière chance, puis je voulais venir te remercier, tu sais. Oh, je me mets à pleurer avec elle. Et là, il y avait aussi une jeune femme de à peu près 27-28 ans en fauteuil roulant qui se promenait devant ma table, puis il y avait tout le temps trop de monde. Fait que quand tout le monde a été parti, elle est revenue. Elle a mis sa main sur un des livres, là, C'est quoi l'amour? Elle me regarde et elle dit, j'ai lu ça, puis ça a changé ma vie, merci. Fait que là, je me suis mis à pleurer avec elle aussi. Ben oui. Parce que je suis bien momoune, tu sais, je braille tout le temps, autant que je ris. Ce qui fait que ça, merci, parce que ça me permet de revoir mes lecteurs, ça me permet de voir les gens qui, sinon, c'est vrai, mon but, moi, c'est de ne pas les revoir en ce sens que c'est pas parce que je veux pas les revoir, mais je veux qu'il y ait les outils pour être totalement autonome et devenir le maître de leur vie, tu sais. Puis tu veux impacter beaucoup de gens. Tu peux pas impacter le nombre de personnes que tu veux impacter si tu fais du one-on-one. Fait que je comprends aussi que mais tu veux aussi en groupe, là, je veux qu'ils soient autonomes. Et c'est tout ça pour moi, la beauté de l'enseignement puis de la transmission. C'est que tu transmets quelque chose qu'ils vont pouvoir mettre en pratique et devenir souverains dans leur vie. Alors, tu sais, si tu vas voir un coach ou tu vas voir n'importe quel professionnel qui veut te donner un abonnement, là, excuse-moi, mais pars en courant, là, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu sais. Moi, je fais le salon de l'éveil pour la connexion humaine. Ton dernier livre s'appelle La connexion. Parle-nous de ton dernier livre. C'est l'approche connexion avec Pierre Lessard. Oui. Je tiens à quand même préciser que c'est avec mon co-auteur que j'adore, avec qui j'ai écrit 2 autres livres. Oui. Le Maître en soi, Tout se joue à chaque instant. Pierre est un formidable canal et aussi un enseignant exceptionnel. Alors, l'approche connexion, c'est vraiment pour donner une espèce de méthode ou une façon de comprendre les différentes voies de réceptivité du corps humain. Et ça, le sous-titre, c'est les 17 voies de l'intuition. Wow. Donc, on nomme et on décrit les 17 voies de réceptivité du corps qui est vraiment comme une antenne. On est des antennes, on reçoit de l'énergie, de l'information et on en émet également. Oui. C'est très important de savoir qu'on en émet parce que si des fois on se pose la question puis qu'on est victime de notre vie puis qu'on se dit comment ça se fait que ça m'arrive tout le temps ces affaires-là, peut-être que c'est important de voir qu'est-ce que tu émets pour savoir ce que tu reçois, parce que c'est des ondes. Mais si on veut parler de réceptivité, bien, il y a plusieurs façons de recevoir l'information, la connaissance subtile. C'est mieux pour comprendre l'inspiration, pour comprendre la sensitivité. Alors, il y a vraiment la perceptivité qui passe par les voies de la pensée, dont l'inspiration. Mais il y a aussi les impressions, les flashs, les idées, les idées nouvelles. Mais une intuition, c'est le vocable, le mot fourre-tout qui inclut tout ça. OK. Et ça passe donc par une des voies, c'est la perceptivité, qui passe par donc le canal de la pensée. La sensitivité qui passe par le corps. Là, tu vas avoir toutes sortes de sensations dans ton corps. Tu rentres par quelque part, par exemple, puis tu vas dire, oh mon Dieu, la tension est à couper au couteau ici. Qu'est-ce qui vient de se passer? On le sent dans l'énergie. Tu as ressenti dans ton corps qu'est-ce qui s'est passé là peut-être la veille, par exemple. Peut-être qu'il y a eu une grosse chicane la veille puis qu'il reste une densité d'énergie. Alors, tu vas le sentir avec ton corps. En général, les femmes vont être souvent plus sensitives, les hommes plus perceptifs, mais tu vois, c'est pas une vérité de la palisse, là, tu sais, c'est pas une grande vérité parce que moi, je suis plus perceptive de nature et j'ai eu à développer ma sensitivité. Alors, on va avoir envie, quand on comprend ça, de développer l'autre partie qui sont reliées, la perceptivité au principe masculin, puis la sensitivité au principe féminin. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'intuition féminine pendant des années. C'est qu'on reliait l'intuition à la sensitivité des femmes. Mais il y a plein d'hommes qui sont très sensitifs aussi.
Puis les autres, ils vont parler d'instinct. C'est plus viril, tu sais. Moi, je fais ça d'instinct, tu sais, ça me pogne d'un trip. Ben oui, mais ça reste la sensitivité. Et les autres voix, c'est les sens, les 5 sens de base, les doubles sens, qui sont vraiment la faculté de voir, par exemple, la double vision, c'est que je pourrais voir ton corps éthérique présentement pendant qu'on se parle, parce que le corps éthérique, c'est le double du corps physique, c'est l'énergie que ton corps va émaner, mais il y a aussi les corps subtils, tu as le corps émotionnel, tu as le corps mental. Ça, c'est le champ aurique. Alors, il y a des gens qui sont capables de voir les auras. Ils vont me dire, tu as un beau bleu autour de toi présentement. Mais moi, je vais être capable de voir surtout le champ énergétique du corps éthérique qui est collé sur le corps physique. Puis ça s'est développé. Je n'avais pas ça au départ. Je pense qu'au début, c'était un peu plus petit, puis aujourd'hui, c'est devenu... Non, je voyais rien pantoute, là. Excuse-moi, c'était pas petit, c'était nul, inexistant. C'était zéro plein de bord. C'était inexistant, mais là, je vois... et tout ça se développe. Je ressens, je perçois. L'écriture inspirée a été un outil extraordinaire pour moi pour ouvrir les autres canaux. J'appelle ça les avantages de l'écriture inspirée. Puis si on parle, par exemple, de double vision, bien ça, c'est la faculté de voir ce qui est en préparation, qui a un potentiel de réalisation. Ça ne veut pas dire que parce que tu as une claire vision, elle va se réaliser. Mais ça ne veut pas dire que si elle ne s'est pas réalisée, tu ne l'avais pas eu de façon très juste quand même. Parce que l'autre est un créateur. Par exemple, moi, je peux avoir une claire vision pour toi, puis que ça s'avère. Donc, j'ai vu quelque chose, puis tu es allé en ligne droite, tu l'as créé. Mais je peux voir quelque chose qui est tout à fait réel, puis tu ne vas pas le créer parce que c'est toi le créateur. Tu vas tourner à droite ou à gauche en sortant d'ici, puis finalement, tu vas créer autre chose. Et c'est important de jamais croire un clairvoyant, finalement. Crois pas ça dans la vie. Fais-le. Mais j'aime cette façon de voir les choses. Moi, qu'est-ce que je dis? C'est un météorologue qui nous dit qu'il y a 60 de probabilité d'averse. Voilà. On part avec notre parapluie. Mais quelqu'un qui nous dit intuitivement quelque chose, est-ce qu'on peut le croire à 60 S'il y a un 60 de véracité, ça peut s'avérer. Puis comme tu dis, puisqu'on est les créateurs de nos vies, on peut décider d'emprunter un autre chemin et d'aller vers quelque chose qui nous appelle à ce moment-là. Complètement. Le showcase des conférenciers est écouté par des dirigeants d'entreprise qui voudraient t'avoir dans leur compagnie pour parler à leurs employés. Qu'est-ce que fait France Gauthier dans les entreprises en conférence? Bien, vous ne pouvez pas vous passer de moi pour commencer. Suis d'accord, je seconde. En fait, j'en ai une conférence pour le corporatif qui s'appelle Visionnaire, qui pourrait s'appeler aussi Intuition, mais en fait, visionnaire, c'est pour devenir le visionnaire de ta vie. Alors, si tu es en entreprise puis que tu as envie de devenir le visionnaire de ta propre entreprise ou que tu as des cadres que tu aimerais les amener dans une forme de création plus consciente, et la même chose pour les employés, bien, c'est dans le fond, de me permettre de les amener à découvrir tout ça, les voies de réceptivité du corps, d'être capable de se brancher à sa propre intuition. Et c'est un GPS intérieur absolument extraordinaire. Je te dirais que dans les années qui s'en viennent, on ne pourra pas faire sans. Les gens, on vit un grand réveil présentement, puis il va s'intensifier avec les événements géopolitiques actuels parce que ça se peut que ça brasse pas mal puis que ça crée une espèce de schisme intérieur, ce qui fait que on va voir les gens se réveiller de plus en plus. Puis moi, je m'en rends compte dans l'atelier Connexion, entre autres, je reçois de plus en plus de gens avec des diplômes à pu finir, tu sais, post-doc en biologie, puis des médecins. Puis j'avais un juge la semaine dernière à mon atelier. J'ai des gens de toutes les professions, mais de tous les métiers aussi. Et de plus en plus de gens réalisent qu'avec, en plus, l'intelligence artificielle, le développement de toutes les technologies, on n'a plus de repères pour trouver elle est où la vérité, à part avec notre GPS intérieur. Fait que il nous donne non seulement la direction pour notre propre vie, ce GPS-là, mais il nous donne aussi une sensation juste de savoir, on est-tu en train d'essayer de m'en passer une vite, là, présentement, ou si ça résonne? Puis si ça résonne, c'est parce que ça résonne, c'est aligné avec ma vérité. Alors, ça va être tellement important d'être capable de percevoir la vérité dans les années qui s'en viennent parce qu'elle va être difficile à trouver dans le physique, dans la matière. C'est tellement essentiel. Qu'est-ce que tu es en train de nous partager? Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui se rendent compte qu'on ne peut pas travailler le mindset ou le focus. Il faut travailler l'humain. Exactement. Même pas l'employé, il faut travailler l'humain. Cette famille-là qui fait en sorte que si eux sont heureux, l'entreprise va mieux. Donc, merci de travailler le GPS de toutes ces personnes-là qui vont faire en sorte que l'entreprise va être plus successful. Oui, puis tu sais, souvent, on travaille puis on fonctionne essai-erreur, mais quand on a développé nos facultés de perceptivité, entre autres, puis de sensitivité, c'est comme si ça nous donne
une direction plus claire. On s'en va direct en avant. On n'est pas en train de se promener comme ça, essai-erreur. Et ça nous amène plus rapidement sur notre chemin de maîtrise à soi. Puis ça nous amène dans la joie. C'est ce que ça crée, c'est de la joie, c'est du bonheur pur parce qu'on est vivant, on est vraiment connecté à nos sens, on est connecté à la vie, on est connecté à la connaissance. Tu sais, moi, je ne suis pas devenue journaliste pour rien dans la vie, là. J'avais 1 milliard de questions, puis j'ai eu très peu de réponses à mon milliard de questions. Ce qui fait que j'ai voulu ouvrir mes canaux pour me connecter à la connaissance universelle. Puis quand tu regardes les artistes, tu te dis, ça devient d'où là, l'inspiration? Bien, on l'explique dans l'approche connexion, ça vient d'où. Puis tout le monde peut développer ça. C'est ça qui est important. C'est fascinant, là. Il y a un monde de réponses à aller chercher. Oui, puis tu vas le chercher par toi-même. Moi, je fais juste ouvrir les canaux. Je fais juste aider les gens à éveiller leurs facultés qui sont déjà là. Puis ça se développe en plus. Puis ça ne va pas tout se développer de la même façon. Puis on ne peut pas se comparer à l'autre parce qu'on a toutes des facultés différentes. Mais c'est vraiment plus intéressant, la vie, quand tu es branché à plus grand que toi. Oui, la vie, c'est tout ça. Oui. Il y a des dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast. Il y a des aspirants conférenciers qui écoutent le podcast. As-tu un conseil, un truc? Qu'est-ce qu'on dit à des gens qui veulent prendre la parole? Je vais leur dire la même chose que je disais à tous les stagiaires qu'on me donnait quand j'étais journaliste à TVA. C'est moi qui entraînais les stagiaires. Je pourrais faire du name dropping de quelques vedettes qui sont passées par moi. Je leur dis toute la même affaire. Raconte-moi une bonne histoire. That's it. Storytelling. Raconte-moi une bonne histoire parce que même si tu as tous les faits, puis tu as assisté à la conférence de presse, puis tu as vu l'événement, s'il est plate ton topo, on ne l'écoutera pas. Raconte-moi une bonne histoire, puis that's it. À la rigueur, là, même si tu te trompes un peu, là, c'est même pas grave. Parce que je vais aller chercher ce qui est important pour moi si tu me racontes une bonne histoire. C'est l'histoire qui fait aussi la connexion. Tu sais, c'est l'histoire qui nous fait vivre les émotions. Tu nous en as fait vivre des émotions ici. On s'est adressé à des dirigeants d'entreprise, on s'est adressé à des aspirants conférenciers. Si maintenant France s'adresse à France quand elle avait 20 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Ah, je me dirais, hey, t'es belle, t'es fine, t'es capable, fais-toi confiance. À 20 ans, on était parfaite, puis on le savait pas. Si au Alors, moins... t'es belle, t'es fine, t'es capable, puis fais-toi confiance. J'aime aussi terminer le podcast en te demandant qu'est-ce qui nous surprendrait, mais pendant ton podcast, tu nous l'as révélé, tu nous as dit que tu chantes. Fait que, est-ce que tu penses que tu veux me révéler quelque chose que ça surprendrait les gens ou est-ce que tu veux nous faire un petit bout de chanson? Mais ça pourrait surprendre les gens que je fasse un petit bout de chanson. C'est un 2 pour 1. Où est-ce que tu veux aller? Je te laisse... Ah, mon Dieu, c'est quoi? Mais... Quelque chose qui surprendrait les gens, qu'on ne s'attend pas de toi. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être... Non, tu ne veux pas venir dans ma cuisine. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quand même... Ben écoute, veux-tu chanter Alléluia avec moi? Ou peu importe. Alléluia. Amazing Grace. Allez, vas-y. J'aimerais ça t'entendre. Je vais juste te faire un Alléluia. Yes. Alléluia. 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 Ça va être juste ça. Mais quelle voix exceptionnelle! Peut-être pas tant que ça un matin, là, mais en tout cas. J'ai eu des frissons du bout de mes orteils jusqu'au bout de mes cheveux. C'était incroyable. Je veux juste dire que j'étais en Égypte il y a 2 semaines. Je suis allée monter le mont Sinaï qui était vraiment sur ma bucket list. Puis en haut, au lever du soleil, on a chanté Amazing Grace. C'est moi qui l'ai parti, puis tout le monde a chanté, on était 50. C'était tellement beau, là. Amazing Grace, how sweet the sound. Puis là, ça a parti, là, That saved a wretch like me. C'était très, très beau. C'est très émouvant ici, le podcast, le showcase des conférenciers. Là, je dis tout le temps, ça nous prend des Kleenex. Merci d'être allé nous avoir fait vivre des moments aussi touchants, aussi vulnérables. Merci à toi, Cathy, puis continue ton beau travail parce que tu crées un événement tellement important qui va le devenir encore plus dans les années à venir parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se réveiller puis on vous attend. Ça fut un réel privilège de te recevoir. Merci beaucoup, France. Merci à toi. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager,
si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot ovation et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!